Bienvenue dans IA Ethic Insider, l'émission qui explore les tensions, les opportunités d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Chaque mois, je vous propose des conversations franches, critiques et éclairantes avec des chercheurs, des leaders du privé et des esprits engagés. Ensemble, on décrypte les angles morts de l'IA, ses implications éthiques, les biais systémiques, la transparence, la durabilité, justice sociale, pouvoir des plateformes, etc. Je suis Daphné Lusnet. Si cette initiative vous aide à y voir plus clair dans la jungle de l'IA, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire sur votre plateforme préférée et à partager autour de vous. C'est parti donc pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, je reçois mon amie Céline pour parler d'un sujet très important dans l'intelligence artificielle et pourtant encore trop peu couvert. On va parler des biais cognitifs et de la discrimination dans l'IA. Et on va essayer de comprendre comment se déroule une stratégie data IA, comment la mettre en place concrètement au sein d'entreprises et faire en sorte d'éviter ce genre de biais cognitifs et de limiter au maximum les discriminations. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. Mais on va réfléchir à comment intégrer dès le début une approche éthique dès la conception des solutions IA. Donc, pour parler de ça, on a une experte, Céline. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, ravie d'être avec toi aujourd'hui, Daphné. Je suis Céline Delogère. Ça fait bientôt 10 ans que je m'intéresse au sujet de l'IA. Et je suis une entrepreneure dans le secteur de l'IA et de la data. Je suis la cofondatrice et CEO de My Data Machine et j'aide les entreprises à développer des cas d'usage d'intelligence artificielle. Et je les aide sur différents aspects, notamment la donnée, mais aussi la stratégie plus globale et comment arriver à des cas d'usage avec succès et à déployer des cas d'usage à grande échelle. Je suis aussi membre du think tank de l'Observatoire de l'intelligence artificielle. Et donc notre mission, c'est d'éclairer et d'acculturer le débat public sur les sujets d'intelligence artificielle et de donner notamment la souveraineté, mais aussi les biais, la diversité. Super intéressant, merci. Voilà, c'est hyper pertinent de t'avoir aujourd'hui pour parler de ces sujets-là, parce qu'en fait, tu as vu l'IA en tant qu'entrepreneur, et puis maintenant, tu accompagnes aussi des entreprises dans leur stratégie data IA. Ça va être vraiment très chouette de parler des solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter tout ça. Et on va voir que c'est pas si simple que ça, c'est pas si binaire, et qu'il faut vraiment être proactif dans la démarche et sur le qui-vive, je dirais. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi ensemble ce sujet sur les biais et les discriminations ? Déjà, je pense que c'est un sujet qui tient à cœur. Et aussi, on est parti des travaux du MIT que tu m'avais partagé, qui traite des principaux risques liés à l'IA. Je mettrai le lien vers la source dans les descriptions, mais c'est vraiment un document hyper pertinent et mis à jour. Donc, on a ce framework qui définit donc les risques liés à l'IA. Et on voit que 14% des risques sont liés à la toxicité et la discrimination. Donc, c'est énorme, en fait, sur la totalité des risques. Et c'est une des catégories donc, les plus importantes en matière de risques liés à l'IA, aux côtés de la sécurité des systèmes, des impacts socio-économiques et aussi des usages potentiellement malveillants. C'est un gros sujet et on se rend compte aussi que malgré ça, c'est un sujet qui bénéficie d'une attention académique hyper faible. Et tu m'as partagé aussi une super thèse, un travail vraiment important qui a été fourni par Dr Abeba Biran, qui s'appelle Automating Ambiguity, Challenges and Pitfalls of Artificial Intelligence, soumise en octobre 2021. Qui soulève énormément de points, et je pense que pas mal de nos discussions vont aussi faire référence à cette thèse, mais elle faisait dans son document de recherche une analyse sur la recherche liée au machine learning, et elle relevait que en fait, les discussions autour des préjudices potentiels sociétaux
était très peu abordée et que la plupart des papiers dans le machine learning parlent de la façon dont ils atteignent leurs objectifs internes et techniques. 71% de ces papiers font aucune mention de l'impact sociétal et des besoins, et seulement 3% s'efforcent de présenter les liens avec les besoins sociétaux. Donc c'est vraiment pas beaucoup. D'où l'intérêt d'en parler ensemble aujourd'hui. Et le problème aussi, c'est qu'on se rend compte que ces biais et discriminations, on voit qu'il y a eu pas mal de scandales dont on parlera un peu plus tard, ne diminuent pas nécessairement, en tout cas dans le cas de l'IA générative, puisque apparemment les biais, on aurait encore plus de biais depuis, en passant de GPT 3.5 Turbo à GPT 4 et GPT 4 Turbo. Donc en fait, même si on sort de nouveaux modèles plus performants, parfois ils le sont beaucoup moins sur le côté social et sociétal. Voilà. Donc là, on va voir ensemble l'impact social des biais et discriminations. Donc on commence par la définition qui était assez intéressante. C'est déjà un biais d'après Larousse. Première définition, c'est la définition plus mathématique et scientifique. C'est un moyen indirect et habile pour résoudre une difficulté. Et la deuxième définition, donc on va dire du biais cognitif, il s'agit d'un préjugé positif ou négatif ou d'une conclusion hâtive qu'a une personne envers une autre personne ou un groupe de personnes ou une situation sans avoir toute l'information pertinente. Donc ça, tu nous expliqueras un petit peu plus tard tous les tenants aboutissants des stratégies d'intelligence artificielle et comment on déroule en fait tout ça, mais c'est en fait inhérent à la discipline de l'intelligence artificielle. Et la deuxième chose sur la discrimination, la première définition, c'est une action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs. Donc ça, encore une fois, tu nous expliqueras un petit peu comment ça se retrouve en fait par essence dans l'intelligence artificielle. Et deuxième définition, c'est le fait de distinguer et de traiter différemment, le plus souvent mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité, par rapport à une autre personne. Voilà, donc on voit que en fait, la définition même de biais et discrimination est complètement inhérente en fait au fonctionnement et sous toutes ses formes. C'est super intéressant de revenir aux définitions. Parce que c'est des mots, de biais, voilà. C'est des mots qu'on entend beaucoup. Et parfois, on vient même à se détacher de la définition et finalement associer tout de suite des concepts ou des exemples dont on a beaucoup entendu parler, mais sans vraiment se poser la question mais à l'origine, qu'est-ce que c'est en fait ? Ouais, c'est clair. Et en fait, du coup, on se rend compte, c'est évident qu'on retrouve des biais de la discrimination par nature, mais il y a peut-être des solutions pour essayer de contenir ces dérives. On dit souvent c'est un impact négatif et disproportionné sur les femmes, les minorités ethniques et sur des communautés plus vulnérables et en marge. Mais ce que tu me disais aussi, c'est que d'après toi, ça va même au-delà de ça encore. Ouais. Alors, en fait, justement, je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que, oui, en fait, quand on pense au biais, on pense tout de suite au fait que ça peut discriminer les populations minoritaires. Voilà. En fait, les biais, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement le fait qu'en entraînant une intelligence artificielle, trop souvent, les cas un peu minoritaires, donc les cas qui ne rentrent pas dans le cas général, vont parfois ne pas être pris en compte de la bonne façon. Voilà. C'est comme si, en fait, on a des minorités qui ne sont pas... Et en fait, ce cas-là, finalement, c'est un cas particulier. Mais ce dont on s'aperçoit aujourd'hui et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, quand elle est entraînée sur des données et que parfois, il s'agit de l'entraîner sur des données qui vont savoir par rapport au comportement humain, voilà. Mais en fait, finalement, c'est dans tous les cas d'usage de l'IA, en fait, on peut retrouver ce genre de problème sur différents aspects. Ça peut être reconnaître un chat d'un chien, voilà, ça va pas être que sur les minorités des humains, quoi. Mais ça peut être en fait sur
toutes les IA qu'on retrouve. Et donc, d'où la question, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça, à la fois sur des cas où ça va toucher et discriminer des gens, mais aussi finalement sur toutes les intelligences artificielles qu'on va développer pour qu'elles prennent en compte vraiment même les outliers, même les cas qui ne sont pas dans la majeure partie des cas qui vont être observés. Ouais. C'est hyper intéressant parce que ça rejoint aussi beaucoup les notions, on entend parler de plus en plus de la standardisation en fait à cause de pas seulement de l'intelligence artificielle, mais et en gros, cette standardisation, elle viendrait de ce fonctionnement inhérent qui fait que tout ce qui rentre pas dans la case, dans la moyenne, en fait, on le sort. Et ça, donc, on y reviendra, mais c'est hyper intéressant. Si on reparle maintenant des implications sociales, des biais et des discriminations, les plus classiques, on va dire. On a donc l'amplification des préjugés, où donc naturellement l'IA, on calque le fonctionnement de l'IA sur le fonctionnement de l'humain, et l'humain effectivement a des biais naturellement. Et donc l'IA hérite et amplifie les biais humains. Donc on a l'exemple des erreurs de reconnaissance faciale qui conduisent à des arrestations injustifiées. Donc ça, c'est de la discrimination. On a l'IA générative qui renforce les stéréotypes. Il y a l'exemple que tu aimes beaucoup, là, celui des PDG. Oui, effectivement, quand on demande à Midjourney de générer une image d'un CEO in front of a desk, eh bien, on tombe sur un homme blanc de 50 ans en face de son bureau. Voilà. Voilà, ouais. Classique. Alors que ça pourrait être une femme de 30 ans, noire, devant son bureau, voilà. Exactement. Et bon, j'espère que c'est plus le cas, hein, mais bon, ça a fait beaucoup parler quand même ce sujet-là. C'est toujours le cas quand j'ai vérifié. Il y a quelques semaines, effectivement, c'était toujours le cas. Bon, voilà. Mais ça va bientôt changer, on espère. Ouais, on espère. Et ça me fait penser aussi, il y avait Itch qui avait beaucoup joué de ça aussi. Sur une campagne publicitaire où ils avaient tenté de générer des images de la banlieue. Et donc, forcément, avec les clichés qu'on a associés à la banlieue, ça a sorti plein d'images hyper négatives. Et eux, ils étaient là à dire, en fait, c'est pas ça la banlieue. Et ça, c'est un préjugé qu'on a sur les banlieues qui a été alimenté donc, par des biais humains et probablement par des images, en fait, sur lesquelles des modèles ont été entraînés, alors que c'est plein d'autres choses que ce qui était représenté, la banlieue. Okay. Donc c'est hyper intéressant, je viens d'y repenser. Ensuite, on a des problèmes de représentation. En particulier, les femmes et personnes noires sont sous-représentées de manière significative dans les images générées. On a des biais aussi plus ou moins subtils dans les expressions faciales et représentations liées aux femmes. Donc souvent, les femmes sont représentées comme plus jeunes, avec plus de sourires et de façon plus sexualisée, versus les hommes qui sont représentés comme plus âgés, avec des expressions neutres. Et je lisais aussi un article sur la psychologie où certains psychologues s'inquiètent aussi de l'usage commercial de l'IA émotionnelle qui pourrait augmenter en fait la stigmatisation et la discrimination envers des personnes atteintes de troubles mentaux. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui peuvent être affectés par tout ça. Ensuite, ça forcément, ça entraîne des préjudices économiques et juridiques, donc des inégalités sociales. Par exemple, le refus de prêt ou d'emploi, ça, on en reparlait la semaine dernière ensemble. Il y avait le cas de l'algorithme de recrutement d'Amazon. C'était il y a longtemps déjà, en 2014, mais tu peux nous raconter un peu ce qui s'était passé Ouais, en 2014, Amazon utilisait un algorithme de recrutement et ils se sont aperçus au bout de plusieurs mois, je crois, d'utilisation, que l'algorithme ne retenait que les hommes. Donc effectivement, un biais, voilà. C'était un peu la solution facile qu'avait trouvé l'algo. Les hommes ont plus de chances de passer que les femmes, vu les données historiques sur lesquelles ils ont entraîné. Donc, ils ont discriminé les femmes à l'embauche, ce qui est quand même inquiétant. Ouais. Ensuite, on avait aussi un exemple sur la sécurité. Donc, effectivement, sur certains algorithmes, il est plus facile de détecter des personnes blanches que noires
pour la sécurité sur la route, par exemple. Ça, c'est aussi un problème, puisqu'il faut que toutes les personnes puissent être... toutes les algos de sécurité puissent reconnaître les personnes n'importe quelle origine. Ouais. Et ça, tu me disais, en fait, les causes, parce qu'on se dit, ouais, bah, du coup, ça a été entraîné que sur des données avec des personnes blanches. Et tu me disais, en fait, c'est pas si simple que ça. Ça peut venir aussi de plusieurs autres vecteurs, finalement. Oui, ça peut être un apprentissage qui est fait sur des images où la luminosité n'est pas suffisante. Ça peut être en fait beaucoup de causes. Il faut à la fois regarder la répartition dans les données d'origine entre les différentes diversités de personnes, à la fois des problèmes éventuellement de qualité d'image. Ensuite, l'algorithme, la façon dont il a été entraîné, les endroits. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et ça me fait penser aussi à un autre cas sur le diagnostic de cancer de la peau, où en fait, on sait que ça peut être parfois moins visible sur une peau foncée, les cancers de la peau versus sur une peau claire, même par des dermatologues ou bien des professionnels sur ce secteur-là. Et en fait, l'IA vient renforcer encore plus ce problème qui est déjà à la base connu par les spécialistes en santé. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses, s'assurer, et là effectivement ça va être à différents niveaux, ça va être dans les données, dans l'entraînement, dans les modèles, dans le fine-tuning, donc l'entraînement fait après le premier entraînement. C'est tous ces différents niveaux qu'il faut regarder. On va plonger plus en détail là-dessus tout de suite. Mais en fait, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que finalement, il faut repenser l'IA et avoir ces éléments en tête. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit, on part d'un historique, on le reproduit et parfois même on l'amplifie. Donc, en fait, si la situation historique était injuste, biaisée et discriminante, on va perpétrer ça, et même amplifier ces phénomènes. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Donc, pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne, on va partir sur les bases. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un petit rappel des fondamentaux de l'IA et pour bien comprendre les étapes clés et donc mieux comprendre où vont s'immiscer les biais et discriminations à chaque étape? Ouais, avec plaisir. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Du coup, c'est important de repartir de qu'est-ce que c'est en fait. L'intelligence artificielle, c'est l'assemblage de plusieurs choses. Donc la donnée et un algorithme. Voilà. Donc en fait, grâce à la donnée, on va permettre à un algorithme de prédire statistiquement des résultats. Voilà. En fait, nous, en tant qu'humains, quand on apprend quelque chose, on se base sur ce qu'on a vu, les expériences, et petit à petit, on va apprendre des choses. Mais en fait, c'est pareil pour les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est des algorithmes, on peut aussi les appeler des modèles, qui vont voir des centaines, des milliers, des millions d'exemples, et petit à petit, ils vont réussir à prédire quel sera le prochain mot dans une phrase. Est-ce que l'image, c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Ou bien carrément prédire un pixel. Est-ce que ce pixel-là doit être rouge ou bien doit être noir? Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, on apprend au modèle à être entraîné. Donc, data plus algorithme, ce qui fait l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et en fait, il y a différents types d'intelligence artificielle. Donc, il y a l'apprentissage. Donc, on parle d'apprentissage parce que justement, c'est ces étapes où on vient montrer la donnée à l'algorithme et petit à petit, l'algorithme va être capable de prédire des résultats. Ça s'appelle l'apprentissage. Donc, dans cette phase d'apprentissage, il y a différents types d'apprentissage. Donc, il y a l'apprentissage supervisé, donc, où on va avoir de la donnée annotée, labellisée. Par exemple, on va avoir une image, on va lui dire cette image, c'est l'image d'un chien, cette image, c'est l'image d'un chat. Et on va aussi avoir de l'apprentissage non supervisé. Donc, par exemple, un algorithme, il va déterminer tout seul si des images, ça va être des images de chat ou de chien en fonction des pixels qu'il va voir, et il va réussir à le déterminer sans qu'on ait labellisé les données. Voilà. Aujourd'hui, on utilise les deux, alors ça dépend des cas. Bon, pour reconnaître des images de chat et de chien, c'est plus pertinent d'utiliser de l'apprentissage supervisé, mais ça dépend des cas.
Et ensuite, on a aussi l'intelligence artificielle qui est sur différents types de données. Donc, ça peut être sur de l'image. Mais en fait, maintenant, on arrive à une intelligence artificielle multimodale. Donc, on n'est pas soit sur le texte, soit sur l'image, soit sur la vidéo. Bon, la vidéo, en réalité, c'est des images, hein. Soit sur des données chiffrées, voilà. On est en fait sur des modèles qui arrivent à avoir en input, donc en entrée, de l'image en sortie du texte, de l'audio, enfin voilà, on vient réussir à mélanger ces différents types de données. Et parce qu'en fait, on passe par une phase d'encoding où c'est comme si c'était en fait, c'est un espace différent, un espace mathématique différent, où l'algorithme va comprendre ces données qui sont plus du tout du texte ou de l'image ou de la vidéo ou du son, mais qui sont en fait des chiffres. Voilà. Alors, je te parlais tout à l'heure d'apprentissage en fait. L'apprentissage, c'est différentes étapes. On a la phase de training, qui est la première phase où on va apprendre aux algorithmes. Ensuite, on a la phase de test et d'évaluation. Donc, ok, mon modèle, je lui ai fait passer 1 million d'images. Maintenant, quelle est sa pertinence de résultat? Donc, on va lui présenter des images. Alors, je prends l'exemple des images, mais ça pourrait être autre chose, du texte, etc. Et on va évaluer ses performances sur des images qu'il n'a pas encore vues. Savoir, par exemple, s'il reconnaît un chien à 90% de précision, à 50%. Bon, 50%, du coup, c'est un peu inquiétant. Pas terrible comme Pas terrible, c'est ça. Et en fait, on va continuer l'entraînement jusqu'à ce que ce soit bon. Et aujourd'hui, en plus de ça, on n'est plus que dans ces phases-là d'entraînement et de test-validation, mais on est dans une IA qui va apprendre en continu pour beaucoup de cas. Donc, on parle de HITL, Human in the Loop, donc les humains dans la boucle, ou bien RLHF, donc le renforcement, Reinforcement Learning, Human Feedback, c'est-à-dire qu'en fait, on va intégrer à l'apprentissage des feedbacks humains. Donc, on a un modèle qui produit, par exemple, du texte et on va avoir un feedback humain. Ah non, donc par exemple, ah non, on aurait plutôt formulé ça comme ça, voilà. Et en fait, ces feedbacks vont être compris dans la boucle d'apprentissage, ce qui fait que ces modèles vont apprendre en continu sur du renforcement, de l'apprentissage par renforcement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, chez My Data Machine, qui va, donc mon entreprise My Data Machine, qui va en fait combiner à la fois une approche algorithmique et à la fois des personnes humaines qui vont être expertes sur certains sujets la plupart du temps et qui vont aider l'algorithme à comprendre petit à petit. Donc je dis algorithme, mais c'est l'intelligence artificielle. Et donc en fait, ça va venir combiner une partie algorithme et une partie humaine. Donc en ce moment, on est là-dessus. Et je parlais de données donc, pour l'apprentissage. Aujourd'hui, certains modèles en fait, ont déjà appris sur toutes les données disponibles. Les plus gros modèles qui existent. On arrive à un stade où maintenant, il faut carrément générer de la donnée synthétique par des modèles d'intelligence artificielle qui vont se dire, OK, on a de la donnée qui est dispo, on a tout appris. Maintenant, quel type de données on pourrait créer pour apprendre encore mieux au modèle des nouvelles choses. Donc. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à la fois un problème, parce qu'on l'a vu, du coup, OpenAI et tous leurs copains essayent d'avoir accès à encore plus de données. Et en même temps, ça peut être aussi une opportunité en disant, vu qu'on n'a plus de données, on est obligé de synthétiser des données. Et ça, on verra aussi peut-être dans les solutions. Ça peut être aussi l'occasion de synthétiser des données pour rendre en fait des modèles plus équitables et plus représentatifs, quoi. Totalement. D'ailleurs, c'est sûrement une des solutions dont on parlera après, donc restez bien sur le podcast. En fait, justement, on a entraîné les modèles sur toute la donnée. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour corriger les biais? Justement, une des possibilités, ça va être ça, de créer de la donnée. On en reparlera, qui pourra peut-être servir à ça. Voilà. Donc, ça peut être une opportunité, totalement. Intéressant. Et donc, pour parler plus spécifiquement aussi de l'IA générative, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on se doute bien, en fait, tous ces gros modèles qui sont hyper démocratisés, ils n'ont pas été balancés comme ça sans être testés, au moins pour éviter de générer du contenu offensant à la base. Et malgré, en fait, tout ce qui a été fait, la façon dont c'est fait aujourd'hui, on se retrouve encore avec beaucoup trop de cas de discrimination et de biais. Mais est-ce que tu peux rappeler un petit peu
le fonctionnement, par exemple, de l'approche constitutionnelle utilisée par Anthropic, et la façon dont ces gros modèles, ChatGPT, Claude, etc., fonctionnent pour éviter justement pour mettre un petit peu des safeguards, comme on dit, pour cadrer tout ça, quoi. Donc effectivement, il y a différentes étapes. Et c'est un peu comme un iceberg où en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment juste la surface, mais en réalité, il y a plein d'étapes qu'on ne voit pas du tout en utilisant ChatGPT. Et avant ça, je voulais juste rappeler que pour l'entraînement des modèles, on parlait beaucoup de fine-tuning. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot. En fait, depuis quelques années, on utilise souvent des gros modèles qui sont open source et ensuite on vient les réentraîner sur des données spécifiques. Donc ça, c'est aussi une étape importante. Voilà. Mais donc, pour revenir étape par étape à comment est-ce qu'on construit aujourd'hui un grand modèle, donc il y a la première étape qui est la collecte et l'organisation des données. Donc là, on vient constituer un jeu de données soit spécifique, soit pas spécifique en fonction des cas, pour développer notre cas d'usage. Ça va être la première étape. Ensuite, on va avoir ce que j'ai appelé du coup fine-tuning, c'est-à-dire que maintenant, on a besoin d'entraîner ce modèle-là sur des spécificités qu'il n'avait pas forcément intégrées, ou alors parce qu'on a un cas d'usage spécifique. Dans ce cas, on va à nouveau affiner les modèles, donc les fine-tuner, mais cette fois sur un ensemble de données plus restreint. Ensuite, on a ce dont on parlait, les RLHF, donc l'apprentissage par renforcement avec des humains dans la boucle. Donc, ok, on a des premiers résultats. Maintenant, ils sont pas parfaits. Comment est-ce qu'on fait pour les perfectionner? Donc, petit à petit, on apprend au modèle dans cette phase justement, c'est là aussi où on va avoir des cas un peu extrêmes ou bien des cas un peu différents du cas général qui vont pouvoir être compris. Et tu en parlais, donc l'approche constitutionnelle. En fait, aujourd'hui, les modèles une fois qu'ils sont entraînés, qu'on est passé par les étapes dont on a parlé là juste avant, on va pouvoir faire un super prompt pour dire au modèle: ok, tu dois bien te comporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois vouloir aider la personne qui te parle. Tu dois pas parler avec des propos violents. Voilà, en fait, c'est un peu. Tu dois pas répondre aux questions de terrorisme. Voilà, Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas poser de questions à ChatGPT. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un moyen de récupérer... En fait, il y a plein de systèmes où tu peux, avec des prompts, tu vois, bypasser en fait, cette constitution. Mais en fait, ils rendent ça de plus en plus difficile. Mais effectivement, c'est tout un sujet, quoi. C'est ce qui fait en fait qu'on peut laisser en liberté ou pas ces modèles demain. D'ailleurs, DeepSeek a été très critiqué récemment par, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Google qui disait, mais regardez, DeepSeek, ils répondent à des questions, comment faire une arme biologique. Donc ils n'ont pas du tout bien encadré le truc avec une approche constitutionnelle, quoi. Et donc, tu as ça. Après, tu as encore une autre couche avec la self-critique. C'est ça? Sur certains modèles. Je ne sais pas si tous l'utilisent ou pas, mais effectivement, il y a aussi cette boucle-là qu'on peut rajouter. On peut aussi avoir plusieurs modèles qui fournissent des réponses en parallèle et ensuite avoir un modèle qui vient justement sélectionner, critiquer les premières réponses qui ont été fournies pour enrichir ça. Donc, on va appeler la self-critique la couche. Enfin, c'est une couche supplémentaire. Et on peut aussi avoir des filtres supplémentaires, par exemple, qui sont d'ailleurs pas forcément faits avec de l'AI. Ça peut être, par exemple, si j'ai une image générée qui contient de la nudité, par exemple, on filtre l'image. Ça peut être des couches qui vont arriver en protection encore plus. Et honnêtement, c'est encore utile. Et moi, aujourd'hui, quand je développe des applications qui vont faire de la generative AI, je pense que ces couches-là sont vraiment importantes parce qu'on a encore pas mal d'angles de liberté côté génération de contenu et il faut quand même qu'on arrive à filtrer tout ça. Mais j'imagine que c'est quand même pas évident cette partie-là, tu vois, parce qu'on dit beaucoup... parce que sinon, on pourrait aussi filtrer finalement des deepfakes. Franchement, c'est pas évident et c'est pour ça que c'était compliqué à la base de mettre en production de l'IA générative parce qu'il y a toujours une partie un peu
incontrôlables. Ouais. Et c'est plein de cas auxquels il faut penser. Mais ça, du coup, c'est pas que sur l'IA générative. Mais sur l'IA générative, c'est le cas le plus parlant. Au début, moi, j'avais un peu peur de mettre à disposition des briques d'IA générative à des clients. Parce que on ne sait pas, ça se trouve au mauvais moment, ça peut générer quelque chose, on s'y attendait pas. Ouais. Mais bon, petit à petit, ça devient de plus en plus maîtrisable. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et la dernière étape qui vient justement aider à contrôler le tout, je dirais, c'est des mises à jour régulières, avoir une équipe de veille dédiée à ça, qui peut regarder les différentes mises à jour de modèles, des good practices, et regarder aussi les retours des utilisateurs, s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Voilà, donc ça, c'est vrai que toutes ces étapes-là, elles vont être importantes pour différents secteurs. Hein, ça va prendre différentes formes, mais c'est des étapes qu'on retrouve dans tous les développements, justement, de briques qui vont intégrer de l'IA, et notamment l'IA générative. En plus, c'est quand même hyper important en termes d'adoption, parce que c'est ce qui va faire que les gens auront confiance ou pas dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est ce qui peut affecter aussi le plus gravement l'image des entreprises qui mettent sur le marché en fait, des solutions ce genre de raté, quoi. Ok. Et c'est des grosses entreprises qui ont connu certains ratés, donc on sait que ça peut arriver, quoi. C'est clair. Mais c'est même encore trop enfin, c'est beaucoup trop arrivé finalement. On va tellement vite dans la course à l'IA qu'on se dit, c'est comme si on préférait. T'as l'impression parfois que les entreprises préfèrent mettre sur le marché directement, même si on n'a pas trop testé, en croisant les doigts très très fort pour que ça passe. Et puis après, tu te rends compte que non, ils auraient peut-être dû passer un peu plus de temps dans les labos. Et en fait, ce qui est un peu perturbant, c'est que finalement, l'IA va apprendre sur des cas les dernières étapes, elles nécessitent des humains pour apprendre. Donc en fait, pour beaucoup de personnes qui développent des briques d'intelligence artificielle, ils veulent un peu économiser sur cette partie-là, donc de test, et se dire, au lieu d'avoir des gens de notre équipe ou bien des gens qu'on emploie pour faire ces tests-là, faisons-les directement avec les utilisateurs, en tout cas une partie, tu vois. Ça peut aussi être un peu une limite de se dire, non, il y a une certaine partie, où est-ce qu'on commence les tests avec les utilisateurs, où est-ce qu'on termine les tests en interne, quoi. C'est toujours en fait la mesure du risque, la mesure du risque que tu prends, quoi, finalement. Ouais. Parce qu'il y a toujours un risque, mais à quel point il est important. Et Puis ça dépend des secteurs, parce que c'est sur la santé, tu vas pas avoir envie de prendre du tout d'apprentissage des patients. Enfin, voilà. Ah oui, clairement, pas trop envie. C'est clair. Ok. Et donc. Mais par exemple, sur la mode ou sur des outils de design, tu vois, ça peut être intéressant d'avoir des retours des utilisateurs, parce que même eux vont se dire je fais partie d'une aventure, je co-construis. C'est vraiment des stratégies différentes. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a des cas d'usage sur lesquels ça peut même être pertinent. Ça peut être pertinent de faire entrer là où les enjeux sont pas trop énormes et où en tout cas, tu n'as pas ce risque d'offenser des gens ou de discriminer clairement et de porter préjudice, effectivement. Donc là, si on parle un peu, on va parler maintenant des différents types de biais et donc de la provenance de ces biais. Donc, on a un peu cette idée fausse que on peut prendre des données et se représenter un monde tel qu'il est de façon neutre. Et ça, c'est un peu en fait une utopie, parce que tu auras toujours quelque part des arbitrages à faire. Et là-dedans, comme on l'a vu, tu as la partie annotation, enfin apprentissage, en mettant l'humain dans la boucle, qui vont aussi influencer en fait les choix qui sont faits. Et donc potentiellement intégrer des inégalités sociales, des préjugés, etc. Donc on a aujourd'hui les biais de sélection, biais de confirmation et biais d'évaluation. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Ouais. Donc on a effectivement les biais de sélection. Donc ça va être des biais qui vont en fait, la cause, ça va être les données d'entraînement. On en parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale. Et j'en sais quelque chose parce que justement, j'avais développé un software qui utilisait la reconnaissance faciale. En fait, ces données, les données sur lesquelles l'algorithme avait été entraîné, donc je pense que c'était en 2018-2019, même peut-être avant.
FaceNet de Facebook, ça je crois que c'est 2017, et certaines origines étaient sous-représentées, donc notamment les personnes asiatiques, les personnes noires, voilà. Et en fait, il y avait beaucoup trop de blancs, peau claire sur les données d'entraînement, ce qui fait que l'algorithme de reconnaissance faciale, forcément, reconnaissait le threshold entre deux personnes qui étaient la même personne, pardon, deux images qui étaient la même personne, était bien meilleur sur les images de personnes blanches versus sur les autres origines et ethnicités. Donc ça, c'est un biais qui vient des données. Ensuite, on a donc le biais de confirmation. En fait, le biais de confirmation, ça va plutôt être un biais qui vient renforcer des biais déjà humains. Donc ça, par exemple, le cas d'Amazon dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de cas? Et ensuite, on a les biais d'évaluation. Donc, et là, en fait, on va à nouveau parler des outliers où les critères d'évaluation ne vont pas prendre ne vont pas prendre en compte, des personnes qui ne font pas partie de la majeure partie des gens, des cas principaux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les véhicules. Tu testes ton truc et en fait, tu l'as testé que sur des personnes avec la peau blanche et tu as oublié de tester sur des gens avec une peau plus foncée. Et donc là, c'est sur les biais d'évaluation finalement. Et donc, on se rend compte que tu as des biais qui sont implicites et des biais qui sont explicites. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une partie où ça peut être inconscient et d'autres où ça peut être plus ou moins conscient. Et, ce qui est intéressant, c'est que dans une des études là, dont on faisait référence, ce qui m'a choqué, c'est que on disait que tu avais 80% des biais qui étaient en fait inconscients ou qui n'étaient pas forcément attendus ou contrôlables. 3% qui provenaient quand même de choix délibérés et 17% où c'était à peu près un mix des deux. Donc ça, c'est sur la base des travaux faits par le MIT. Je trouvais ça assez énorme. Bon, je ne sais pas si ces sujets, je pense que d'un système à l'autre, ça peut être plus ou moins, mais je trouvais que c'était assez parlant en fait comme chiffre. Ah oui, en fait, ce que ça dit, c'est que la plupart des biais, donc 80%, on fait même pas exprès en fait. Ouais. Et donc, ça passe par l'apprentissage petit à petit, se rendre compte comment sont créés les biais, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Et du coup, on va en parler après. Mais, en prendre conscience, en fait, déjà, c'est vraiment la première étape, finalement. On va faire pas mal là-dessus. Et donc, si on parle des sources de biais, donc il y a 3 sources de biais, donc les données, l'algorithme et les biais humains. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la partie provenant des données? Donc, on l'a dit, tu as cette partie où, suivant les données que tu vas sélectionner et sur lesquelles tu vas entraîner tes modèles, tu peux avoir des biais et des discriminations qui sont embarqués. Et d'ailleurs, on parlait hier de ImageNet. Donc ça, tu vas nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les LSVD, donc les vastes ensembles de données visuelles. Mais il y avait ce scandale sur ImageNet qui était donc une base d'images sur lesquelles les chercheurs et développeurs s'appuyaient pour développer des modèles qui embarquaient en fait des images douteuses. Enfin, ça n'avait pas été proprement trié. Et en gros, l'histoire, c'est que tu as 2 chercheurs, Trevor Plagen et... non, lui, c'est l'artiste, et une chercheuse qui s'appelle Kate Crawford, qui, en 2019, ont fait une expo qui s'appelait Training Humans. Ils ont révélé, en fait, que ce set de données, donc appelé ImageNet, comportait des biais très, très forts. Et c'est une expo qui s'appelait ImageNet Roulette. Et en gros, t'arrivais, tu te laissais prendre en photo par le truc, et là, il te sortait en fait un peu comment tu étais catégorisé par l'intelligence artificielle. Donc, tu as des trucs marrants, genre des hommes qui étaient catégorisés comme des économistes, et des trucs un peu moins marrants, comme des femmes qui se faisaient insulter, des ethnies qui se faisaient aussi insulter. Enfin, voilà. Et je trouvais ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette histoire de données open source sur lesquelles tout le monde s'est entraîné, comment ça fonctionne Ouais.
Bah, comme je disais dans l'intro tout à l'heure, ça fait bientôt 10 ans que je me suis intéressée à l'IA. Et il y a eu vraiment un boom en 2016-2017, notamment avec les premières images en haute définition qui ont pu apparaître, avec les unités de calcul qui ont permis d'avoir de plus en plus d'apprentissage de gros ensembles de données possibles par des algorithmes. Et en fait, dans cette période-là, il y a eu l'apparition de datasets open source public. Donc en fait, la méthodologie utilisée, c'était on prend des datasets open source, par exemple ImageNet, on entraîne dessus et ensuite on voit si ça fonctionne ou pas et on fine-tune, donc on fait un nouvel entraînement avec des images du même modèle, donc du même algorithme, mais cette fois avec un nouvel ensemble de données plus spécifique à un sujet sur lequel on veut aller. Voilà. Et donc, effectivement, la première étape, ça a toujours été de récupérer des données publiques, open source, qu'on pouvait utiliser. Et donc, il faut se dire que finalement, on n'avait pas trop le choix, parce qu'en fait, quand on commence un projet, on regarde ce qu'il y a de dispo en termes de données, on ne va pas directement se lancer dans la construction d'un jeu de données si on sait déjà que notre modèle va peut-être pas marcher. Donc, ImageNet, c'est un des gros jeux de données qui était utilisé par beaucoup de chercheurs, mais il y en avait d'autres. Il y avait FaceNet aussi qui était associé aux images de visage pour entraîner des algorithmes de reconnaissance faciale. Il y avait aussi Tiny Image, je crois, on en parlait hier, qui a ensuite été retiré parce que en fait il contenait des images violentes et pas du tout éthiques. Donc voilà. Ouais. C'était un peu le process. Et finalement, aujourd'hui, c'est important de se dire la donnée, c'est hyper important. Garbage in, garbage out sur les modèles. Moi, j'en ai tout de suite pris conscience. Quand j'ai commencé à faire mes modèles, je regardais vraiment mes images, mes pixels par pixel pour vérifier que c'était nickel. Et personne ne comprenait. Mais en fait, sans ça, on a des modèles qui ne sont pas qualitatifs. Et donc, voilà. Pour te répondre un peu sur le point des jeux de données. Après, ce que tu me disais, c'est que ça, c'était autrefois et que maintenant, en fait, on a tendance à plus s'appuyer sur des modèles pré-entraînés. Donc, il y a moins cette nécessité de s'appuyer sur des données open source. Mais c'est quand même... donc, du coup, tu vas dépendre, en fait, du pré-entraînement de ces modèles-là, quoi. Après, ouais, c'est ça, exactement. Donc, en gros, aujourd'hui, on utilise de plus en plus des modèles qui sont déjà entraînés sur tout un tas de données. Parfois, on ne sait même pas exactement quelles données ça a été entraîné. Et on a aussi la possibilité de mettre en place des poids d'entraînement. Donc, à savoir, peut-être que les nouvelles données vont être plus ou moins importantes par rapport aux anciennes données, mais n'empêche que les anciennes données, enfin les données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle open source, elles restent en mémoire, en fait. Donc, voilà. Et t'as pas, donc ce que tu viens de dire, c'est que tu n'as pas toujours accès, enfin, tu sais pas toujours, en fait, comment ça a été entraîné, quoi. Et quelles données on ne sait pas toujours toutes les données. Voilà, je crois que sur GPT, on n'a pas exactement toutes les données. On a une idée, mais il y a quand même quelques données qui n'ont pas été partagées, je crois, sur les modèles. Ok. Donc, tu as ça. Ensuite, tu as les biais qui proviennent non pas de la data, mais de l'algorithme. Donc, on a la partie algorithme, par exemple, sur les réseaux sociaux, où tu vas amplifier un comportement, renforcer des biais parce que tu as des likes qui disent ah bah oui, ça c'est du bon contenu, etc. Et tu as aussi, tu m'expliquais sur les algorithmes, des façons un peu différentes, suivant les arbitrages que tu vas faire, qui vont embarquer des biais et qui vont laisser de côté des solutions considérées comme pas optimales car pas générales. Enfin, tu peux nous expliquer un peu plus ça ? Oui, effectivement. En fait, quand on cherche une solution à une équation, donc, en fait, quand on entraîne un algorithme, on va chercher à optimiser dans un espace notre équation. Enfin, notre équation, du coup, ça va être le fait qu'on est très proche, que la distribution, donc le modèle qu'on va trouver, va être très proche de trouver tous les bons résultats sur tout l'ensemble de données. Donc en fait, ça va être deviner la distribution associée à toutes les données qu'on a. Et en fait, sur de l'IA classique, l'IA qu'on voit aujourd'hui, là je parle de l'IA qui apprend sur les données, on va chercher à trouver l'optimum global. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions qui vont être peut-être pas très communes,
mais qui pourraient quand même fonctionner, qui ne sont pas révélés par ce type d'apprentissage. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres types d'intelligence artificielle, d'autres types de modèles qui peuvent être utilisés et qui pourront, dans les prochaines années, apporter, je pense, des solutions. Donc, il y a les algorithmes d'évolution sur lesquels on avait beaucoup travaillé par le passé. Mais en fait, je pense que la solution à ce... C'est quoi ça, les algorithmes d'évolution? Ouais, c'est un autre type d'intelligence artificielle qui va utiliser l'évolution de chaque solution. Enfin, en tout cas, c'est sûr que sur ce cas-là, voilà le type de problème qu'on peut trouver quoi, sur l'apprentissage par les données. Ok, intéressant. Et enfin, on a donc les biais qui viennent des humains. Comme on disait, tu as cette partie un peu inévitable quand on va sur la partie human in the loop, et aussi sur le choix et la collecte de données, qui en fait, déjà rien que ça biaise en fait finalement ton modèle. Et c'est déjà assez important, quoi. Ouais, en fait, chaque personne en tant qu'humain, on est dans un contexte culturel qui fait qu'on a donc des biais. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est dur de s'en défaire hein, et ça va être transmis au modèle d'intelligence artificielle. Ah, maintenant, il y a des solutions, on va en parler après, heureusement. Et ce qui serait bien, c'est qu'en fait, finalement, en faisant tout ce travail sur comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'avoir des modèles biaisés et discriminants, ça nous fasse faire un travail, tu vois, sur nous-mêmes, en se disant, en fait, ça met en lumière aussi les biais que nous, on a, et on s'en rend pas compte. Finalement, ça pourrait aussi être une façon, nous, tu vois, Totalement, totalement. Et j'en suis convaincue. Sur le sujet même des biais, l'IA va nous aider. Moi, je pense vraiment que l'IA va nous aider à trouver des solutions techniques à des sujets complexes, mais aussi, en fait, là-dessus, l'IA va nous aider à réfléchir, à mettre en place les bonnes stratégies et à mettre des limites et aussi à définir un peu mieux qu'est-ce que l'éthique, en France, qu'est-ce que l'éthique en Europe, qu'est-ce que l'éthique en Asie, qu'est-ce que l'éthique en Chine. En fait, chaque pays doit se poser cette question. Qu'est-ce qui est éthique pour nous? Et ensuite, il va falloir harmoniser ça en disant, l'éthique en Asie, c'est pas comme en France. Comment est-ce qu'on fait pour que notre éthique ne dérange pas la leur quand c'est des questions sur lesquelles il faut qu'on soit d'accord. Comment est-ce que eux, on va faire en sorte qu'ils respectent nos données ou bien notre façon éthique de voir les choses. Et il va falloir qu'on avance. Donc l'IA va nous aider, mais sur sur un autre aspect moins technique. Mais ça nous fait nous remettre en question, et en même temps, ça va être je pense, un gros challenge du coup pour l'Europe, parce qu'on essaie pas mal de cadrer tout ça avec la réglementation, etc. Sachant que l'Europe, nous, on a quand même tout un tas de cultures différentes au sein de l'Europe. Donc, effectivement, ça va être un gros challenge, mais c'est hyper intéressant. Et donc là, si on passe un peu sur la partie plus opérationnelle, parce que ça, tu peux bien nous en parler, sur le déroulé d'une stratégie data IA. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes en quoi ça consiste? Parce que là, on a parlé pas mal aussi d'IA générale, celle qui parle au plus grand nombre, mais en fait, voilà, il y a tout un tas de formes d'IA et de projets d'IA. Donc toi, comment ça se passe, la mise en place d'une stratégie, et comment on s'y prend pour éviter les dérives, quoi. Ouais. En fait, la mise en place d'une stratégie, donc avec par exemple un client. Donc moi aujourd'hui, j'aide les entreprises à mettre en place des projets d'IA. Donc ça peut être tous les aspects d'un projet. Donc je vais en parler, mais oui, ça peut être le côté data, le côté algorithmique, le côté métier, le côté voilà. Enfin, ça va être vraiment construire la stratégie. Donc la première étape, ça va être vraiment un audit donc de ce qu'il y a dans le métier, de ce qu'il y a côté data, c'est l'existant chez le client, comprendre ce qu'on veut faire et aussi réfléchir aux limites, aux limites éthiques. Donc ça va être un premier travail à faire en amont. Et en fait, c'est un gros cadrage à faire sur plein de sujets qui vont mêler la data, l'IA, mais en fait, avant tout, c'est le métier. Qui est-ce qu'on veut aider? Quelles solutions on veut proposer? Quels sont les problèmes qu'on va résoudre? Et comment est-ce qu'on va évaluer la réponse? Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va dérouler effectivement donc les différentes étapes. La collecte de données,
le nettoyage de la donnée, la classification de la donnée, ça peut être de l'enrichissement, de l'évaluation, de l'enrichissement, du tagging, de la structuration. Ensuite, on va commencer à entraîner tous les modèles d'IA. Et après, on va être dans l'évaluation, la mise en prod. Et ensuite, ça va être la veille sur des mises à jour à faire, etc. Ok. Ouais, donc tu as quand même un gros travail en amont qui finalement est plus qu'est-ce qui se passe, état des lieux. En fait, ça met en lumière en fait tout le fonctionnement tu regardes en fait comment fonctionne ton organisation en profondeur, quelles sont les données partagées, non partagées, les relations entre les humains, etc. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est intéressant de se dire qu'en fait, tu as quand même une approche humaine dans ce travail hyper tech. Ouais, et finalement, l'IA va avoir beaucoup plus de mal à le comprendre. Donc, on a vraiment tout ce qui va être soft skills, ça va être, on va de plus en plus en avoir besoin dans les projets d'IA. Là où, par exemple, générer du code, finalement, l'IA aujourd'hui, elle peut générer du code. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. De se dire, tout ce qui est compréhension humaine, intelligence émotionnelle, comprendre des activités différentes, les métiers, tout ça, ça va être le plus important pour mener à bien un projet. On est sauvé, du coup. C'est bon, on n'est pas encore remplacé par l'humain, par la machine, je veux dire. Remplacé par l'humain, je crois que... Nous ne sommes pas des robots, pas encore. Et est-ce que tu parlais aussi de l'évaluation. Donc, on a 61%. On a 61% des problèmes, des préjugés qui sont découverts après déploiement, malgré toutes les solutions, toutes les analyses qu'on peut faire un peu en avant, toutes les prédispositions qu'on peut prendre. Et c'est souvent découvert après le déploiement. Et donc toi, ce que tu m'expliquais, c'est que c'était pas volontaire, mais que c'était dans la phase test, on cherche l'efficacité, on regarde pas trop l'équité. Et tu me parlais aussi de KPIs mal définis. Ouais. Non, mais traditionnellement, je veux dire, et parce qu'on n'avait encore pas conscience de tous les biais possibles et tout ce que ça pouvait impliquer finalement. Je pense que forcément, c'était pas volontaire. Et tu disais aussi que ça pouvait résulter de KPIs mal définis, avec des mauvaises métriques d'équité, d'évaluation. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et nous dire comment on peut mettre en place des KPIs d'évaluation qui prennent en compte ces critères-là? Ouais, alors en fait, là, je pensais à une comparaison qu'on peut faire. Quand on veut déployer un software, on a en fait toute une série de tests à faire qui vont nous permettre justement de tester toutes les fonctionnalités. Parce que sinon, en fait, on déploie un software, on déploie une nouvelle fonctionnalité et on se rend compte qu'il y a XY bug. Voilà. Et du coup, on doit le corriger. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce bug, on va intégrer ce test, la cause du bug, on va intégrer un test qui va être lié à ce bug dans la liste des tests à faire avant déploiement. Et en fait, c'est pareil avec l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de se dire quels sont les tests, quelles sont les métriques qui vont nous permettre d'évaluer si oui ou non cette intelligence artificielle a la connaissance nécessaire pour être utilisée. Voilà. Et du coup, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a défini, souvent, il y a des règles qui sont définies, donc des métriques d'évaluation, de se dire, OK, là, on arrive bien à faire apprendre à l'intelligence artificielle la différence entre X et Y. Voilà. Et en fait, en mise en prod, on va se rendre compte d'un bug, on va se rendre compte d'un problème et on va se dire mince, on n'avait pas pensé, effectivement on l'avait pas mis dans les définitions des KPI d'évaluation. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour l'intégrer? Et on va l'intégrer et petit à petit, je pense qu'on va arriver à un ensemble de règles qui vont être toujours les mêmes et qui vont être toujours testées avant le déploiement des modèles. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis ces dernières années, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais par contre, on en parlera après, il y a quand même des méthodes maintenant qui vont avoir un ensemble de règles un peu, pas seulement techniques, mais aussi culturelles, etc., éthiques, qui vont nous permettre de tester ces modèles avant de déployer. Et je dirais au-delà de ça que oui, c'est pour ça qu'avant de développer des briques d'intelligence artificielle, il faut passer beaucoup de temps à comprendre les besoins, comprendre les utilisateurs, comprendre les métiers, et définir des règles éthiques sur
le projet qu'on va ensuite retrouver à toutes les étapes. À l'étape de la constitution des données, à l'étape de l'évaluation des modèles, à l'étape de l'évaluation des biais avant de déployer des nouvelles versions du modèle. Et en fait, tout ça, ça doit être un ensemble cohérent, créé dès le départ. Et en fait, chaque personne qui va participer au projet doit s'en imprégner pour être sûr de définir des méthodes d'évaluation qui comprennent bien tous ces ensembles de règles qui ont été mis en place pour le métier. Ouais, d'accord. Ouais, et c'est en faisant en fait, qu'on va apprendre au fur et à mesure et aller de plus en plus loin dans ces critères. Ouais, c'est ça. Mais il existe déjà quelques méthodologies qu'on peut mettre en place dès maintenant, qui sont connues et qu'on met nous en place aussi pour pallier ces biais qui vont arriver en production. Je te propose d'en parler dès maintenant, en fait. Voir un peu donc, quelles sont les solutions pour agir, réparer et anticiper. Donc il y a des approches plus ou moins techniques, il y a des approches plus opérationnelles. Dans les approches techniques, on va pouvoir débiaiser des ensembles de données. Ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, donc quand on a un ensemble de données où on va se rendre compte qu'il y a des catégories qui sont sous-représentées. Ça peut être des types de produits, des types d'origine si c'est des visages, ça peut être des types de couleurs de peau, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Si on se rend compte que certaines catégories sont sous-représentées, on peut essayer d'agrandir les catégories qui sont sous-représentées et s'assurer qu'il y a un équilibre sur toutes les données. Alors moi justement quand je fais ça en général j'aime bien que ce soit vraiment l'équilibre parfait, voilà, au chiffre près, quoi. Mais qu'est-ce que l'équilibre parfait, du coup, c'est... Se dire, ok, j'ai 5 millions d'exemples. Alors 5 millions, ça peut être beaucoup, mais par exemple, j'ai 5000 exemples sur cette catégorie, j'ai 5000 exemples sur cette catégorie, j'ai 5000 exemples sur cette catégorie, et pas se dire, j'ai à peu près 5000, voilà. Mais par contre, ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut d'abord auditer le dataset et s'assurer qu'on a bien toutes ces catégories représentées. Il n'y a pas forcément qu'un seul type de catégorie, ça peut être différentes évaluations dont on va avoir besoin dès le départ et s'assurer que sur les catégories qui sont sous-représentées, se dire on va augmenter les données, on va aller en chercher plus et ça peut impliquer soit de la donnée synthétique s'il n'y a vraiment pas assez de données, mais en tout cas c'est débiaiser les données au démarrage. Ok, intéressant. Ensuite, on a les algorithmes soucieux de l'équité. Donc, on va avoir la partie algorithme. Et là, il y a des outils qui sont en train d'être mis en place, dont, notamment celui d'IBM, le AI Fairness 360. Oui. On peut en parler tout de suite. Ouais, donc en fait, c'est un ensemble de mesures qui sont présentes pour évaluer des modèles. Donc, à la base, on évaluait des modèles un peu comme on est évalué à l'école. D'ailleurs, je pense que ça pourrait aussi nous aider à changer le système. C'est ça. On a une note sur 20. Voilà. Ouais. 20, c'est super. 10, c'est pas top. Enfin, c'est moyen. 0, c'est vraiment nul. Et alors qu'en fait, il y a plein de critères différents d'évaluation. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on évalue les modèles jusqu'à maintenant. Et les humains aussi dans l'apprentissage scolaire en France. Ouais. Mais en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que justement, il y a plein d'autres dimensions à prendre en compte. L'humain, l'émotion, etc. Et donc, cette initiative d'IBM, donc AI Fairness 360, mais il y en a d'autres aussi, on pourra les citer après, c'est de définir un ensemble d'évaluations sur d'autres critères, comme l'éthique notamment, qui vont permettre non plus de donner une note entre 0 et 20, mais de réfléchir sur chacun des aspects, identifiés comme étant importants pour avoir des modèles éthiques, à combien on se situe sur une échelle. On est obligé de quantifier au bout d'un moment. Mais choisir les critères d'éthique, finalement, peut-être au cas par cas, quoi, en fait. C'est ça. Ok, donc on a ça, on a la conception de nouvelles procédures d'annotation dont on peut parler également maintenant. Ouais, si tu annotates. Ouais. Notamment, en fait, ça c'est vraiment super intéressant. Et justement, tout à l'heure, quand on disait qu'on a déjà entraîné les modèles sur toute la data dispo, en fait,
et donc que les modèles sont biaisés. Et donc on a déjà entraîné la donnée sur toutes les données dispo. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on fait pour entraîner des modèles pour qu'ils soient débiaisés, etc. Bon, en fait, Situ Annotate, c'est un moyen, une méthodologie proposée qui permet d'expliquer les biais culturels, de les présenter en tant que métadonnées dans les données, qui pourraient être présents dans les données. Par exemple, j'ai annoté mes données avec une équipe en Inde et dire exactement quel type de personnes ont annoté. Donc voilà, c'est un fashion designer, donc voilà, possiblement il a des sensibilités avec tout ce qui est matière, etc. Ah non, c'est un plombier, bon bah voilà, ça peut être vraiment comprendre un peu les biais culturels qui peuvent être induits dans la création de la donnée. Donc ça s'appelle Situ Annotate. Et en fait, après, c'est créer donc ces métadonnées comme un document de référence, en fait, une documentation, se dire bon, bah, les données ont été créées avec ça, et pourquoi pas demain même l'utiliser dans l'apprentissage du modèle pour lui dire ok, voilà les données qu'on a, maintenant on a aussi des métadonnées qui te font comprendre quels seraient les biais qui pourraient exister dans les données, et est-ce que tu peux, donc là je m'adresse à l'algorithme, hein, pas de souci, est-ce que tu peux les prendre en compte pour débiaiser tes réponses, et je pense que c'est une des solutions. Donc nous... Avec My Data Machine, c'est des solutions qu'on peut proposer sur l'éthique et comment débiaiser des jeux de données. Hyper intéressant. Alors, je précise, l'épisode c'est une initiative indépendante et vraiment, on est tombé sur ces initiatives-là en cherchant, en préparant. Et en l'occurrence, Situ Annotate, c'est open source d'ailleurs et maintenu par une chercheuse, j'ai regardé, qui est basée aux Pays-Bas. Donc, tu as des solutions. Donc, tu as des solutions qui sont open source et d'autres qui sont propriétaires, mais il y a tout un tas de solutions qu'on pourra aussi mentionner par la suite. Ensuite, on a l'évaluation des modèles. Par exemple, pour l'IA générative, il y a une possibilité avec certains prompts d'évaluer si ils sont plus ou moins biaisés par rapport au genre, par rapport à des professions, des choses comme ça. On a aussi des méthodes basées sur le word embeddings pour calculer des scores qui révèlent en fait des connotations de genre sur les outputs en fait des modèles. Et au global, une des solutions, c'est d'adopter une réflexion globale sur comment mettre des garde-fous et optimiser la solution en favorisant la diversité. Et après, on a des pratiques opérationnelles, donc des audits tiers. La surveillance continue pendant le déploiement, comme tu disais, la mise en place d'une gouvernance qui permet de faire appel à des personnes de différents backgrounds, en fait, différentes expertises, des personnes qui vont être garantes de l'éthique, de la partie peut-être plus sociologique, des personnes techniques. Enfin, c'est important de croiser les expertises. Après, en autre solution, évidemment, on a le cadre politique et réglementaire avec l'IA Act, mais qui aujourd'hui encadre plus les IA à haut risque. Donc toi, quand tu vas développer en fait des solutions, tu ne seras pas forcément soumise à autant d'obligations que les IA à haut risque, suivant les use cases. Mais c'est intéressant quand même d'essayer de s'appliquer cette même discipline pour se dire, en fait, nous, on va s'inspirer en fait de ce qui est fait pour éviter les dérives à grande échelle, pour éviter les dérives sur notre propre business. Totalement. Et je pense aussi à des solutions qui peuvent être mises en place au niveau algorithmique. On en parlait aujourd'hui, la plupart des algos vont chercher à trouver la solution sur tout l'ensemble de données. Mais donc se dire que maintenant, dans les prochaines années, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des algorithmes qui ne vont pas trouver la solution à tout l'ensemble de données, mais qui vont permettre de mettre en lumière différentes solutions. Et donc ça va passer par intégrer à l'IA qu'on utilise aujourd'hui, les modèles d'IA qu'on utilise aujourd'hui, y intégrer d'autres modèles d'apprentissage sur, par exemple, des algorithmes d'évolution ou bien des algorithmes qui vont prendre en compte différents types d'apprentissage. Hyper intéressant. De nouveaux types d'algorithmes. On a aussi la transparence et toutes les solutions autour des datasheets pour les datasets, les data audit cards, tous ces dispositifs en fait qui permettent de donner encore plus de
données sur le contexte dans lequel la donnée a été récoltée, traitée, Les métadonnées. Exactement. Les métadonnées, le contexte, la culture, etc., qui vont permettre de surapprendre pour comprendre les biais qui peuvent être inclus et aussi en avoir conscience. Et ça va nous aider parce que déjà, les mettre en lumière, c'est, comme on disait tout à l'heure, la première étape. La première étape. Exactement. Donc voilà, et donc il y a plein d'initiatives, comme on disait, des initiatives open source, propriétaires. Tu as fait un petit peu, on a parlé de IBM, il y a la solution Fairlearn de Microsoft, Google aussi en a sorti une, What If Google, Microsoft Research qui a sorti Checklist. Enfin, voilà, on a tout un tas de solutions. Il y a aussi, tu parlais de Hugging Face, qui avait intégré quelques solutions. Ouais. Tu en parlais rapidement. Non, c'est ça, en fait, il y a différents packages maintenant qui existent, qu'on peut utiliser, certains open source, certains propriétaires. Comme les packages de Hugging Face ou bien le package dont on parlait tout à l'heure, AI Fairness 360 ou les autres. Donc pour chaque cas, en fait, on va avoir différentes métriques d'évaluation qui vont nous permettre d'évaluer nos modèles. Certains vont être plus pertinents quand on a un problème de biais sur les données initiales. D'autres vont être plus pertinents quand on a des enjeux sur l'ethnicité, par exemple. Voilà. Il faudra en fait regarder quel est le framework le plus adapté à notre cas, le choisir. Et quand on développe le modèle, dans la partie d'évaluation, passer par cette étape qui est évaluer mon modèle avec tel framework et pourquoi pas aussi justifier le choix du framework pour faire partie des métadonnées, quoi. Enfin, oui, ça fait partie des enjeux de transparence finalement. Ouais. Ok, super. Hyper intéressant. Alors, est-ce que là, s'il y a une chose que tu pouvais changer dans la façon dont les entreprises conçoivent leur stratégie IA, tu aurais quelque chose à partager pour clôturer Ouais, je pense qu'en fait, comme je parlais de l'iceberg, en termes de stratégie, je pense qu'il faut passer déjà par la prise de conscience du fait qu'il faut beaucoup travailler sur définir le cas en amont, sur la partie stratégie, et ne pas se lancer directement dans le développement. Parce qu'en fait, il faut d'abord créer cette base culturelle, créer ces règles, réfléchir aux choix éthiques qu'on veut faire, les limites, les critères d'évaluation, etc. Et ça, en fait, c'est un travail qui est très important. Et parfois, il n'y a pas vraiment de raccourci à faire. Il faut investir sur cette phase de cadrage et de stratégie en amont, avant le lancement de projet. Avant, on disait donc que la donnée, c'était la moitié du projet. Mais en fait, je pense que donc, la moitié du projet d'IA, donc il y avait la moitié de la partie du développement donc, qui était sur de la donnée et l'autre moitié sur l'évaluation du modèle. Donc ça, c'est vrai pour le cadre du projet en tant que machine learning, enfin du projet machine learning. Mais en fait, moi, je pense plutôt qu'il faudrait passer donc une bonne partie du budget, je sais pas, un tiers sur comment est-ce qu'on fait pour se placer dans un cadre éthique, comment est-ce qu'on fait, et pas seulement éthique au sens de la diversité, mais aussi du sens comment est-ce qu'on fait pour avoir des algorithmes qui soient performants, qui fonctionnent à tous les cas, et qui ne mettent pas en lumière juste le quick win de ma solution. Donc voilà, je pense qu'en fait, il y a bien un tiers du projet à passer là-dessus, où on va devoir communiquer avec toutes les équipes qui vont faire appel à beaucoup de soft skills, et ensuite se lancer sur la partie données, puis à un tiers, et la partie évaluation des modèles, entraînement des modèles, mise en production. Ok, super intéressant. Donc, la leçon, c'est ne fonçons pas tête baissée et posons-nous à plusieurs pour bien réfléchir à ce qu'on va faire. Et ça, je pense que c'est ce qu'on devrait faire quand on pense à l'IA en général. On s'en porterait beaucoup mieux. Donc, merci beaucoup, Céline. J'étais ravie de te recevoir. Et si vous voulez aussi aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter pour des sujets de stratégie de mise en place d'une nouvelle intelligence artificielle ou d'un use case AI. Et avec Daphné, justement, on sera à même de vous aiguiller sur les différentes méthodologies qui correspondent à votre projet et qui vont permettre de réaliser le projet avec succès de l'étape stratégique jusqu'à la mise en prod.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'IA Ethic Insider. J'espère qu'il vous a donné de nouvelles clés pour penser autrement l'intelligence artificielle et ses impacts réels. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser 5 étoiles ou un commentaire, c'est ce qui m'aide à le faire découvrir, ou à le partager autour de vous, notamment sur LinkedIn ou n'importe où, avec vos réflexions et vos questions, et je vous lirai toujours avec beaucoup d'attention. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, inscrivez-vous à la newsletter, et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.